Amis historiens, amis historiennes, bonjour, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où on va étudier un document, cette fois-ci retour sur un document, un discours, donc on peut considérer comme un document audio si on l'écoute, un document littéraire si on le lit, ce qui sera le cas ici puisqu'on va se contenter d'analyser ce qu'on peut trouver sur le site de l'Assemblée nationale. Donc le document qui fait aujourd'hui l'objet de notre étude est un discours prononcé par Maurice Thorez le 15 juin 1934 à l'Assemblée nationale, qui est une institution de la Troisième République de l'époque. Ce discours est disponible sur le site de cette institution parlementaire dans la rubrique Les grands discours parlementaires. Je tiens à préciser que cette analyse est le fruit d'un travail de licence 1, je suis en licence 2 actuellement, pour lequel j'avais obtenu la note de 15 sur 20, en sachant que forcément, par exemple, le site de l'Assemblée nationale a été un peu refait, donc je sais pas si c'est encore la même rubrique. L'orateur est le secrétaire général du Parti communiste français depuis 1930, et il est également député de la Seine. Ce n'est pas les mêmes régions que maintenant, ni les mêmes circonscriptions, si je puis dire. Il prononce ce discours pour critiquer la politique militaire du gouvernement d'union nationale, dirigé par Gaston Doumergue. Ce gouvernement a été formé à la suite des événements du 6 février 1934, organisés par des ligues d'extrême droite, dans une France qui connaît une crise économique à la suite du krach boursier de 1929, entre autres. Il y a une crise sociale avec l'augmentation des marches de la faim et les gens sont dépendants aux soupes populaires. La crise est enfin politique avec des scandales qui ont éclaté comme le Stavisky ou Oustrik. Nous aurons peut-être, je ne sais pas encore, l'occasion de revenir sur ces crises de 1934 qui font basculer les choses en France. Le président du Conseil du 6 février 1934 est Daladier, donc qui est quelqu'un plutôt de gauche, mais il démissionne dès le lendemain, donc dès le 7, sous la pression de la contestation de la rue. Dès le 9 février, un gouvernement d'union nationale est formé, avec comme président du Conseil un radical, Gaston Doumergue. Le gouvernement ainsi formé est constitué de personnalités politiques de droite, ou des personnalités plutôt du parti radical, avec par exemple Philippe Pétain, qui est dans ce gouvernement en tant que ministre de la guerre. En riposte aux événements du 6 février 1934, et en l'absence de présence au sein du gouvernement d'union nationale, le Parti communiste français manifeste seul le 9 février 1934 contre le fascisme. Puis, le 12 février de la même année, une manifestation des socialistes et des communistes voit les deux cortèges se réunir sous l'impulsion des cris militants réclamant l'unité de la classe prolétarienne. On sait qu'ils s'étaient séparés en 1920, ça reste récent. On le sait ou on ne sait pas d'ailleurs. Donc un timide rapprochement va s'opérer avec la création au début du mois de mars 1934 d'un comité de vigilance des intellectuels antifascistes avec des socialistes et des communistes au sein d'une même entité. À la lecture de ce discours, nous pouvons nous poser la question suivante. Comment Maurice Thorez articule-t-il son argumentation afin d'élargir les rangs de la gauche face au gouvernement d'union nationale? Dans un premier temps, nous verrons que le secrétaire général du Parti communiste français critique fortement la politique du gouvernement, puis qu'il assume ses positions communistes, de gauche, et des inspirations passées qui forgent les siennes. Enfin, nous verrons qu'il appelle clairement le Parti socialiste, plus précisément la section française de l'Internationale ouvrière, SFIO, au rassemblement et à l'unité. La problématique est posée, le plan est annoncé, nous avons rappelé quelques éléments de contexte, même si
D'autres vidéos pourront suivre aussi si ça vous intéresse ou si l'envie me vient pour expliquer un peu plus. C'est une période que j'apprécie beaucoup, le XXe siècle, sur le plan politique, l'entre-deux-guerres ou même les guerres. Donc pourquoi pas. Dans cette première partie, nous voyons une critique frontale de la politique du gouvernement de Doumergue, avec une première sous-partie, où Thorez, donc le secrétaire du Parti communiste français, prononce des rappels historiques. Tout d'abord, nous pouvons lire aux lignes 3 et 4, donc ça c'est sur le texte écrit, j'essaierai de le mettre dans la description, afin que vous puissiez éventuellement suivre. Donc nous pouvons lire « Le gouvernement dit d'union nationale et sa majorité, qui n'est pas celle que les ouvriers et les paysans de France avaient voulu au mois de mai 1932. » En effet, c'est la gauche, comme vous pouvez le voir sur la slide, qui a remporté les élections de mai 1932. Or, c'est la droite et les radicaux qui gouvernent le pays. Bon, les radicaux ont gagné beaucoup de sièges, hein, mais c'est davantage le bloc de gauche, le cartel des gauches, ou appelez ça comme vous voulez. Enfin, c'est pas vraiment le cartel, c'est le bloc de gauche, finalement, qui avait gagné. Donc Thorez prononce un fait électoral. Il parle aussi des retraites des anciens combattants et des victimes de guerre, à la ligne 5, pour critiquer le gouvernement, qui va investir des crédits militaires sans prendre soin des anciens combattants du pays. Il évoque les victimes de la Grande Guerre avec ces mots : 10 millions de victimes en Europe, 1 700 000 dont les noms sont inscrits sur les monuments qu'on rencontre dans chaque petit village de France. On peut lire cela 11 et 12. En effet, le bilan humain de la guerre de 14-18, 1914-1918 si on est précis, est très conséquent. Nous pouvons encore aujourd'hui le remarquer avec les monuments aux morts évoqués ici par le député de la Seine. Maurice Thorez n'évoque pas les mutilés de guerre, les gueules cassées, bref, il n'évoque que les morts, hein, mais le bilan reste effroyable. Thorez réaffirme avec l'expression « la plus effroyable des guerres », ligne 10, ligne 11, que les communistes étaient avant-guerre contre celle-ci. Il met donc le gouvernement face à ces incohérences d'investir dans des crédits militaires en critiquant les paroles hypocrites sur la dernière des guerres, ligne 13, et en qualifiant la conférence pour la réduction et la limitation des armements de 1932-1934, qui s'est tenue à Genève, de comédie, ligne 14. En effet, c'est paradoxal. On parle de dernière des guerres, on fait des conférences pour réduire l'armement, et d'un autre côté, on vote des crédits militaires, alors qu'on ne prend même pas soin de ceux qui ont fait ce qu'on a appelé la dernière des guerres. Donc voilà, Thorez fait il lance des pics, il est dans l'opposition finalement, et voilà, il met le gouvernement face aux incohérences qui sont les siennes. En effectuant ces rappels historiques, tant sur le plan militaire que sur le plan politique, c'est-à-dire la victoire de la gauche en 1932, Thorez en profite pour affirmer ses convictions et pour critiquer la politique du gouvernement. C'est l'objet de la deuxième sous-partie, qu'on peut encore diviser, mais on va pas vraiment le faire ici, où on pourrait voir tout d'abord la critique des réformes. Dès la première ligne, Thorez nous parle d'un défi pour qualifier la proposition du gouvernement d'engloutir 3 milliards de francs dans une œuvre de guerre et de mort. Il critique la politique féroce menée par le gouvernement contre certaines personnes, de la ligne 4 à la ligne 7, avec le mot incurable. Le secrétaire général du PCF, Parti communiste français, pour ceux qui n'ont pas encore suivi et qui dorment, on vous voit, critique aussi la suppression de 5000 postes d'instituteurs laïcs, ligne 7. Puis il enchaîne, ligne 8, ligne 9, en qualifiant la politique du gouvernement de politique d'écrasement et d'asservissement matériel et moral des classes laborieuses de ce pays. Thorez défend donc la laïcité avec les instituteurs laïcs, et il défend les plus petits, entre guillemets, c'est-à-dire les classes laborieuses, comme il le dit, les ouvriers, les travailleurs. Il parle d'asservissement, hein, le rapport dominant-dominé de la théorie communiste. En critiquant les réformes gouvernementales,
L'orateur affirme aussi ses convictions communistes. C'est ce que nous voyons dans une sous-partie de sous-partie. Vous avez beaucoup, hein, mais on pourrait le tourner comme ça dans une partie, ça ferait pas tâche. Nous pouvons voir l'affirmation de ces convictions par l'emploi des expressions suivantes. Classe laborieuse, ligne 9. Les ouvriers et les paysans de France, ligne 3. Ou encore à la ligne 16 par l'emploi du mot prolétaire. Hein, c'est un mot qui revient beaucoup dans la doctrine communiste. Il assume qu'il est communiste en disant à la ligne 19 « Nous, communistes ». Il parle au nom de son groupe, il assume qui il est, il assume ses valeurs et ses convictions. Un groupe qui défend les vieux miséreux de la ligne 6 et un groupe qui est contre la guerre en disant en ligne 16 « Les prolétaires ne veulent pas de la guerre ». C'est-à-dire qu'ils s'incluent aussi là-dedans. Ils n'en veulent pas de la guerre. Ils étaient déjà contre 14-18. Ils le sont encore au vote des crédits militaires parce qu'ils sentent qu'il y a anguille sous roche. Après avoir affirmé ses convictions communistes et après avoir critiqué les propositions gouvernementales, Thorez en profite pour se faire le porte-voix des communistes du présent en rappelant ce qui a forgé cette voie de gauche communiste. Dans cette deuxième grande partie, comme nous l'avons rappelé, Thorez se fait le porte-voix des communistes et rappelle ce qui a forgé ses convictions et cette voie communiste. Cette deuxième grande partie, je l'ai intitulée « Du passé, faisons table rase, sûrement pas rétorque Thorez ». On connaît du passé, faisons table rase, ça fait partie de l'Internationale, qui est un champ plutôt communiste, donc se faire un petit clin d'œil. Avant d'évoquer ses inspirations, l'orateur explique que les communistes voteront contre pour des raisons doctrinales, des raisons idéologiques. À la ligne 10, lorsqu'il dit contre, c'est le vote des crédits militaires, enfin le projet gouvernemental. Il explique que la politique du gouvernement se résume à « après la guerre, c'est la guerre ». Ligne 16. Cela lui permet d'évoquer ceux qui influencent la pensée des communistes au moment où ils portent leur voix, au pluriel, dans l'hémicycle. Dans une première sous-partie, évoquons l'inspiration française de cette voix. À la ligne 18, lorsqu'il évoque « fruits amers et empoisonnés », en parlant du traité de Versailles de 1919, qui, je le rappelle, condamne l'Allemagne à payer les réparations de guerre en tant que responsable de celle-ci, Thorez insinue que ce traité allait avoir des effets pervers, des effets cachés, des mauvaises choses. Il déclare également, ligne 19, que nous savions, nous, communistes, que Genève n'aurait pas donné la paix. C'est-à-dire qu'il savait que cela n'était qu'une illusion, que de penser que la Société des Nations, l'espèce d'ONU de l'époque, empêcherait tout nouveau conflit. On va pas faire d'anachronisme, c'est pas le moment, la guerre est encore loin à ce moment-là, mais on a vu que la Société des Nations, voilà. Il cite ensuite les propos de Jaurès, Jean Jaurès, ligne 20, ligne 21, donc ancien membre de la SFIO, mort en 14, si on doit le rappeler. Le capitalisme porte en lui la guerre, comme la nuée porte l'orage. Ces propos de Jaurès sont une vive critique du capitalisme, qui serait belliqueux, donc qui aime la guerre, qui veut faire la guerre, de nature. Cela sert d'argument contre la guerre et contre la politique du gouvernement, qui évidemment mène une politique qui n'est pas communiste, puisqu'ils sont de droite, ou au pire des radicaux qui alternent entre droite, gauche, communiste, voilà, c'est des radicaux de l'époque. Cette inspiration française est complétée par une inspiration, plus encore une admiration pour le communisme, présent en Union des républiques socialistes soviétiques, l'URSS. Deuxième sous-partie, l'admiration soviétique. Nous pouvons constater cette admiration dans l'usage du mot « maître » utilisé pour qualifier Lénine, ligne 22. Une admiration, une soumission, on sent qu'il y a l'URSS qui chapeaute un peu tout ça. Lénine avait déclaré en 1918 « Si le socialisme ne triomphe pas à travers l'Europe,
La paix entre les nations capitalistes ne sera qu'une trêve, que la préparation vers des carnages plus terribles et plus sanglants encore. Ici, le mot employé est socialiste, puisque c'est une étape vers le communisme. On va pas faire un point idéologique, c'est pas là l'objet, mais c'est juste pour préciser, pour les personnes qui ne sont pas trop historiennes, je sais qu'il y en a qui m'écoutent, et je les salue, je vous remercie d'ailleurs pour vos petites remarques dans la vie réelle, etc. Ça me fait plaisir, et ça me fait plaisir que vous m'écoutiez, vous avez d'autres choses à faire, j'en doute pas, mais pour certains ça les relaxe, d'autres ça les endort, bref, chacun fait ce qu'il veut des vidéos. Ces propos sont relatés, ligne 22, 23 et 24. Lénine a enseigné, ligne 22, cela aux communistes. L'usage du mot maître et du mot enseigner, c'est le professeur Lénine, pour Thorez. Selon les communistes, suivant la doctrine léniniste, il n'y aura donc pas de paix sans communisme. Le raccourci peut être rapide, mais c'est un peu ce qu'il veut dire dans cette citation précédente. Nous avons vu que les influences sur la pensée communiste de 1934, portées par l'orateur Thorez, étaient diverses, tant sur le plan géographique que sur le plan idéologique. Puisque Jaurès n'était pas communiste, il était socialiste, membre de la SFIO, le parti communiste n'existait pas encore, bref. Nous allons maintenant voir que le secrétaire général du PC lance un appel à l'unité aux socialistes. Dans cette troisième et dernière grande partie, nous allons voir qu'il y a un appel clair à l'unité de la gauche, qui s'est divisé avec le congrès de Tours de 1920, c'est pas l'objet de la vidéo, mais on a un objectif d'unité qui était réclamé, je l'ai dit en introduction, par la base, et qui est clairement demandé ici par l'orateur communiste. En première sous-partie, nous voyons des conditions très simples pour une unité souhaitée. Thorez se tourne vers les socialistes, lignes 26 et 27. Il faut imaginer la scène, il est à l'Assemblée nationale. Pour ceux qui ne voient pas, je vous laisse chercher l'hémicycle. Et donc lui, il est bien à gauche de l'hémicycle, et il va les regarder, il va se tourner vers eux, et il avoue qu'il y a eu des conversations, ligne 28, c'est-à-dire que les dirigeants des deux partis savent qu'il y a une volonté d'unité, de rapprochement. Ils le savent par les bruits de couloir, ils le savent par les envies des militants, et ils l'ont constaté, comme on l'a déjà dit. Ils ont créé ensemble, en mars 1934, le comité de vigilance des intellectuels antifascistes, où ils sont ensemble dans ce même comité, et ils ressentent que, il faut se rapprocher. Maurice Thorez leur adresse les conditions d'un éventuel rapprochement de la ligne 31 à la ligne 34. Il veut que les deux formations politiques luttent contre la bourgeoisie, contre les menaces fascistes et contre les menaces de guerre. Finalement, des choses simples et des choses qui étaient la base même de la SFIO, avant qu'elle ne se sépare, bon bref. À chaque fois, je dis bon bref, mais ça me paraît important de le souligner. Les menaces de guerre, en effet, Hitler est au pouvoir depuis janvier 1933 en Allemagne, Mussolini depuis 1922 en Italie, et ces deux hommes ont des envies d'expansion et clairement de guerre. On le voit dans les budgets, on le voit dans leur façon de parler, d'envisager les choses. Donc il y a des menaces qui pèsent. Donc finalement les conditions sont simples. Lutter contre la bourgeoisie, contre le fascisme et contre la guerre. On comprend que voilà, c'est très simple, mais parce qu'il faut se rassembler. Après avoir évoqué les conditions très simples d'un éventuel rapprochement, le député de la Seine dévoile la seule question posée par les socialistes, enfin du moins par leurs dirigeants, suite aux négociations menées qu'il évoque, ligne 28. C'est ce que nous voyons dans la deuxième sous-partie de ce grand 3, la dernière sous-partie. La question des socialistes, l'unité est en bonne voie. Thorez dévoile donc la question des principaux dirigeants de la SFIO, preuve que l'unité est quasiment faite, puisque c'est un peu pareil maintenant, il vaut mieux éviter de dévoiler comme ça des choses si l'accord est encore loin, puisque si ça n'aboutit pas, la presse va s'en donner à cœur joie, les adversaires aussi, en se disant « mais qu'est-ce que c'est rigolo, quoi !»
Et donc la question, fruit du hasard ou non, j'en sais rien, se trouve ligne 36. Pour ceux qui ont la référence, le Front Populaire de 1936. Mais c'est peut-être le fruit du hasard, de la pagination et encore. La question est simple, êtes-vous décidé à renoncer à toute polémique? Complétez ligne 37 de la façon suivante, de caractère diffamatoire ou injurieux. En d'autres termes, les socialistes demandent aux communistes, plus à gauche, d'être moins extrêmes, moins radicaux dans leur façon de penser les choses. Il y a bien plus important que des divergences qui existent, qu'ils ne nient pas, mais qu'il conviendrait de mettre un peu de côté pour faire face, comme le dit Torres de toute façon. Torres déclare à la ligne 38 qu'il a donc répondu « Il ne dépend que de votre volonté d'élargir loyalement, ensemble, la lutte contre la bourgeoisie. » La réponse est claire, c'est-à-dire que les communistes sont d'accord, et qu'il appartient aux socialistes de prendre la décision concernant cette unité. L'échec serait imputable aux seuls socialistes. Les communistes acceptent la demande des socialistes d'être moins radicaux, moins extrêmes, si c'est pour provoquer l'union. Pour conclure, nous pouvons donc dire que Maurice Thorez, député de la Seine, affirme ses valeurs et les valeurs communistes dans ce discours. Il critique la politique militariste du gouvernement, qui n'est pas issue du vote populaire, du vote des Français de mai 1932, qui avait placé la gauche en tête des suffrages. La gauche, donc les radicaux, les socialistes et les communistes. Je dis le vote des Français, oui, il n'y a pas encore le droit de vote des femmes en 1932, ni en 1934 d'ailleurs. Il affirme qu'il est le porte-parole de pensées issues en majorité de l'URSS, mais également de la pensée de Jaurès, donc un Français et un socialiste. Il rappelle la prévoyance des communistes concernant la Société des Nations et les effets cachés pervers du traité de Versailles de 1919. Il a aussi rappelé que les communistes étaient contre la guerre déjà avant la Première Guerre mondiale. Il termine ce discours par un appel au rassemblement avec les socialistes, contre le fascisme, contre la guerre, contre la bourgeoisie. Cette unité sera fixée par un pacte d'unité, signé entre les deux formations politiques, le 27 juillet 1934. En mai 1936, les communistes, les socialistes et les radicaux, hop, ils rebasculent, remportent les élections législatives en étant réunis sous la bannière du Front Populaire. Les congés payés, tout ça, on en reparlera peut-être, sans doute. Ce Front Populaire avait un programme simple que vous voyez sur le diaporama, vous voyez la victoire du Front Populaire sur l'article de l'humanité, et vous voyez le slogan aussi sur le bâtiment, pain, paix, liberté. Des choses simples. Donner à manger aux gens en luttant contre la misère, donner la paix en luttant contre la guerre, le fascisme, et la liberté, bah pareil, lutter contre le fascisme, laisser les gens tranquilles, qui était leur slogan de campagne. Mais écoutez, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu, encore un peu plus de 20 minutes ensemble. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à être constructif, à me donner des avis de vidéo, des précisions sur ce que j'ai pu dire. Voilà, j'espère que ça vous a plu, je vous dis à très bientôt.